Retour sur le plateau de Direct Gestion, mes invités ce matin pour cette demi-heure, 9h30, 10h, décryptage des marchés, de ce qui se passe, de ce qu'on peut faire. Jean-Noël Vieille, gérant chez 360 Xence AM et Pierre Sabatier, le président de PrimeView. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Jean-Noël également. Messieurs, on démarre tout de suite avec l'édito, énième édito, on va dire, sur Volkswagen depuis une semaine. Alors, les humoristes, bien sûr, s'en donnent à cœur joie. Il y a des détournements, notamment du logo Das Auto qui devient Gas Auto. Bon, ils l'ont bien cherché, ils ont fait preuve d'arrogance. Comment vous jugez cette affaire-là qui a éclaté quand même depuis 10 jours? En 10 jours, il y a eu quand même quelque chose d'incroyable. Des amendes, un management décimé. On n'a pas encore de restructuration du groupe, mais ça va probablement venir. Personnellement, ça me fait penser beaucoup à ce qui s'est passé pour le scandale Carviel dans un autre domaine. On voit qu'il y a, sauf que bon, la fraude n'est pas également de la même ampleur. Moi, justement, je fais une différence un peu entre les différents scandales qu'on a connus. Celui-là me paraît quand même extrêmement difficile à accepter. D'abord, ça se passe en Allemagne. Ça se passe dans une industrie où l'Europe est en situation de force, l'industrie automobile. Et franchement, on ne comprend pas. Les autres scandales, rappelez-vous, on a fait Enron en 2002, on a fait Parmalat, mais c'était plutôt des scandales qui tournaient autour quand même de la sphère financière. Et Carviel, c'est un scandale financier. C'était pas de l'économie réelle, et à la limite, on sait qu'il ne faut pas faire confiance aux financiers, mais on avait plutôt tendance à considérer que l'économie réelle, le dur, était stable. Et qui plus est en Allemagne. On aurait imaginé que les Italiens puissent faire ça, pourquoi pas, les Français aussi, mais pas les Allemands. Là, on a donc un doute industriel et quelque chose en plus qui touche l'humanité. On est en train de préparer la COP21 qui va être une réflexion sur le climat, sur la pollution. Et là, on triche vraiment en parfaite connaissance de cause sur une problématique qui dépasse largement un cadre normal. Là, on est dans de l'éthique. Là, on est dans l'éthique. Et je trouve que c'est grave parce que on m'avait toujours dit que si les marchés pouvaient sauter à un moment donné, mais à la limite totalement, ça serait sur des problèmes d'éthique, ce ne serait pas sur des problèmes. Et je trouve que là, on est dans le cœur du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va arriver maintenant d'autre ? Regardez ce qui se passe, on parle maintenant des laboratoires pharmaceutiques qui surfactureraient des produits anticancéreux. Là aussi, c'est quand même une problématique d'éthique qui est posée. Ça jette le doute sur l'ensemble de la jurisprudence. Ça fait jurisprudence. C'est comme, effectivement, c'est un coup quand même terrible. Alors surtout dans un moment où les investisseurs, les marchés et les économies sont en train de douter. C'est-à-dire pour des raisons réelles, pour le coup d'économie réelle et de ralentissement en fait de l'autre côté du monde, à savoir ralentissement chinois. Alors nous rétablissons progressivement en Europe. Les États-Unis avancent, mais avancent au rythme globalement de 2,5, ce qui est dire plutôt en haute fourchette de leur croissance potentielle. Donc c'est bien, mais c'est pas folichon. Et là, bam, Volkswagen, c'est violent. Effectivement, c'est un problème éthique. Il ne faudrait pas que ça sème le doute. Depuis longtemps, on considère, nous, que les marchés sont globalement survalorisés, mais pour des raisons qu'on peut expliquer. C'est-à-dire que nous sommes probablement devant une bulle de valorisation des actions, mais pas que des actions européennes, d'à peu près tous les actifs, au regard des politiques de création monétaire maintenant depuis 6 ans. On a depuis longtemps dit que probablement la fin de la récréation serait un problème où viendrait du bottom-up, à savoir une multiplication d'accidents. C'est-à-dire qu'on ouvre le placard, un cadavre tombe. Je crois qu'on peut dire que Volkswagen, c'est ce qui s'est passé. D'autres, ça arrive effectivement. Alors, le vrai problème, c'est va-t-il y en avoir d'autres? Et c'est ça la vraie question sur les marchés. Parce qu'à aujourd'hui, je ne crois pas que celui-ci tout seul, même s'il est violent, je crois que en fait, ça va marquer les gens, ça va faire jurisprudence. Les gens vont prendre conscience qu'effectivement, probablement qu'on a des marchés qui sont peut-être tendus, on s'est projeté de manière peut-être un petit peu trop positive, que ce soit en termes de création de profitabilité, etc. Les taux de marge sont aujourd'hui très élevés, les risques sont plutôt à la baisse qu'à la hausse. Voilà, donc je crois que véritablement, il faut considérer l'été, cet épisode, cet accident, comme un accident qu'il va falloir garder en mémoire, comme peut-être le début d'une ère où la volatilité va être plus importante que les années passées. Ça a bien commencé quand même. Exactement. Pour autant, moi je ne crois pas que ce soit tout de suite la fin en fait de la phase de hausse dans laquelle on se trouve maintenant depuis quelques années, simplement parce que on a toujours des banquiers centraux qui activent la planche à billets, qui disent qu'ils vont l'activer. Alors peut-être que les investisseurs vont les pousser à dire combien. C'est peut-être ça que les investisseurs vont chercher actuellement, c'est-à-dire faire baisser les marchés pour pousser les banques centrales à encore s'engager concrètement sur des montants. Une fois que ça sera fait, il est probable qu'on puisse peut-être réatteindre les plus hauts. Alors on verra, mais attention, on est probablement plus proche du terme que du début fait de ce grand bull market qu'on a connu maintenant depuis quelques années.
Oui, bull market. Pourtant, effectivement, vous disiez il y a encore 3 mois, Volkswagen était au-delà de tout soupçon. Et surtout, on dirait que voilà, il y a quand même un changement d'état d'esprit pendant l'été ce troisième trimestre quand même est sanglant, hein. On était à plus de 20% à fin juin, où on était remonté sur le CAC 40 pour donner une idée à 5200 points. On est pratiquement 1000 points en dessous de manière extrêmement rapide, d'autant que les valorisations, bon, il y a peut-être un problème, mais on était quand même confiant sur cette sphère européenne, voilà, avec un euro faible, on connaît les enjeux. Pourquoi tout s'est déréglé soudainement? On a l'impression que tout est arrivé en même temps. Alors, il y a deux choses, je crois, importantes. Ça commence à se dérégler, rappelons-le, sur la question chinoise, Absolument. puisque c'est au mois d'août, il y a la dévaluation chinoise qui se fait dans des problématiques de communication peut-être pas forcément très, très sympathiques, puisque d'un côté ils disent qu'ils ne vont pas dévaluer, mais ils redévaluent, enfin 3 fois de suite. Donc, bon, et surtout ça donc met en doute sur la capacité de croissance, du maintien de la croissance de l'économie chinoise. Je rappelle, l'économie chinoise, statistiquement, c'est 7% de croissance dans les chiffres qui sortent, mais Personne tout le n'y monde croit. sait que c'est trafiqué. Voilà. Donc après, la réalité, elle est où? Elle est peut-être plutôt à 2, peut-être même en dessous. Donc c'est ça qui a fait un peu, et c'est un peu logique, peut-être paniquer les marchés en se disant, bon, ça aura un impact économique relativement important sur l'Europe et sur les États-Unis, qui étaient en train, eux, d'arriver à une croissance quand même qui était finalement pas mauvaise. Les États-Unis, bon, on est quand même à 3,7 révisé d'ailleurs la semaine dernière à 3,9 sur le deuxième trimestre. Donc c'était quand même des chiffres intéressants. L'Europe, on est beaucoup plus faible, mais quand même on est sur une inversion de tendance positive. Et là on se disait, est-ce que ce jouet ne va pas être cassé à cause de la Chine? Bon, et puis le deuxième à-coup, c'est finalement une confirmation avec quand même le discours de Janet Yellen jeudi dernier, qui est quand même extrêmement compliqué, puisqu'on attendait plutôt La hausse des taux, la hausse des taux. la fin de la récré. Voilà, Pas nous. voilà, non, je rappelle un peu ce qu'avait dit Greenspan dans ma lettre d'hier. Si vous comprenez ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé. On a vraiment l'impression que voilà, c'est un jeu. Alors ça n'amuse personne, ça n'amuse pas les marchés. Ce qui est bizarre, c'est que Janet Yellen avait intégré le fait que maintenant, elle allait regarder ce que faisait le marché, ce qui est quand même une donnée un peu supplémentaire. Elle n'est pas censée faire ça, elle n'est pas censée regarder ce qui se passe du côté international, pas forcément du côté du marché financier. Elle est quand même censée regarder l'inflation des actifs ou la déflation des actifs. Et puis il faut quand même resituer le contexte, je le rappelais tout à l'heure, mais quand 45% des portefeuilles des fonds de pension sont investis dans des actions américaines, il ne me paraît pas complètement illogique dans une population qui vieillit, où on a plus de prestataires qui arrivent versus de cotisants, d'avoir un œil quand même sur la valorisation des marchés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est plutôt, alors que fondamentalement, je pense que là, la bulle de valorisation elle est plus élevée aux États-Unis qu'ailleurs. On est plutôt sur des marchés qui devraient se stabiliser, parce que la Fed, pour moi, alors si elle est cohérente par rapport à sa politique passée au cours des 6 dernières années, c'est-à-dire être toujours market friendly, elle devrait être en soutien et permettre au marché de se tenir. C'est-à-dire pas forcément aller plus haut, pas forcément rester sur ces niveaux, peut-être un petit peu en dessous, mais en tout cas, elle soutiendra les marchés, parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, il faut avoir en tête que la sensibilité aux actions de l'économie américaine est beaucoup plus élevée que l'économie européenne. Nous sommes plus obligataires, eux sont beaucoup plus mêlés, avec un facteur de sensibilité aux actions beaucoup plus fort. Donc, du coup, la politique monétaire, ça veut dire que si le marché boursier baisse, il y aura vraiment un effet richesse, un effet dépressif, récessif même sur les États-Unis. Ça pourrait. Rappelons quand même qu'une partie effectivement de la croissance. Alors, il faut faire attention à la croissance trimestrielle, puisqu'on a des facteurs qui sont des facteurs de stock, des facteurs qui peuvent être plus ou moins favorables. Je crois qu'on peut garder en tête le 2,5 globalement, qui est déjà un bon score pour l'économie américaine. Mais ce 2,5, il s'explique quand même pas mal par de la résilience en termes de consommation des ménages, liée à quoi? À une baisse du taux d'épargne, c'est-à-dire qu'en fait les gens ne gagnent pas forcément plus, mais acceptent de dépenser un peu plus, et à une augmentation des niveaux de dette, notamment pour l'automobile. Voilà, donc c'est amusant. Mais donc vous avez, donc ce sont des facteurs qui, voilà, si on avait effectivement des facteurs nouveaux de stress liés au marché, pourraient vite s'inverser. Donc attention, l'économie américaine va mieux, mais elle reste fragile, et du coup je ne crois pas que la Fed
prennent le risque, ou alors peut-être pour ne pas se dédire, elle montera de 25 points de base, mais c'est l'épaisseur du trait. Et la question de fond, c'est va-t-elle rentrer dans un processus de restriction de leur politique monétaire? J'y crois pas une seconde et ça fait longtemps. Non, on ne peut pas parce que finalement c'est un peu la fuite en avant. Il faut soutenir absolument, il faut solver le Moi, soldat marché. je partage pas ce dernier point de vue. Moi, je pense que, et là, bon, visiblement, si elle avait voulu tester le marché, elle l'a testé. Donc, je pense qu'effectivement, si tout ceci est cohérent, il y aura bien une augmentation des taux probablement en octobre, parce que surtout si les marchés continuent à baisser, puisque c'est ce qu'on attendait. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir bougé, d'ailleurs, il y a un rétropédalage qui a eu lieu jeudi dernier. Oui. En disant mais finalement bah voilà vous m'avez pas vraiment compris, l'économie est quand même pas mal, nous sommes proches du plein emploi, on peut discuter de tout ça, mais enfin bon les chiffres sont quand même globalement là, donc je pense qu'aujourd'hui elle va être donc si on est, mais je suis d'accord sur le fait qu'elle doit soutenir. Là le marché lui a montré que si elle ne montait pas ses taux, c'était effectivement une mauvaise nouvelle et les marchés allaient baisser. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'une remontée des taux, je pense, n'aura pas d'effet sur la partie longue de la courbe. Voilà, sur l'économie réelle, on s'en fout. Enfin, je veux dire, alors il y a quand même un effet sur le dollar peut-être, c'est-à-dire que le dollar, c'est une problématique qui pourrait quand même remonter. Mais avec il peut remonter, c'est ce que je joue d'ailleurs, mais on sait très bien qu'une fois qu'on aura retrouvé probablement les 1,02, 3 qu'on a déjà connus, il y aura un retour probablement à la normale. Je ne sais pas quel est le prix normal de la parité euro-dollar. C'est peut-être un 10, c'est peut-être un 15, enfin on n'est pas loin. Mais il y aura effectivement voilà, un mouvement qui se renormalisera derrière. Mais je crois que pour moi, la Fed n'a pas d'autre moyen. D'abord, il faut qu'elle se retrouve, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, il faut qu'elle retrouve des marges de manœuvre. Elle n'a plus de marge de manœuvre. Imaginez demain que nous rentrions vraiment dans une récession aux États-Unis, ce qui est toujours possible. C'est quoi les leviers qu'elle a? Elle n'a plus rien en termes de quantitative easing, création monétaire. Le Japon l'a fait avant eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Japon, en termes de QE, le bilan de la BOJ, c'est 65 points de PIB. Le bilan de la Fed, c'est 25 points de PIB. Alors nous, c'est 4. Mais on c'est serait 4 en déflation totale, quoi. Ça serait pas très bon signe, c'est vrai. Alors, à la question de la marge de manœuvre, là, il y a un vrai débat. À savoir, c'est toujours la question, vaut-il mieux administrer un traitement tout de suite en sachant que le malade n'est pas forcément capable de le supporter pour avoir globalement des marges de manœuvre plus tard, mais c'est prendre un risque, c'est prendre un risque finalement de refaire chuter en fait le malade ou pas. Nous on est plutôt d'avis que lorsque la situation, ou en tout cas le malade est relativement fragile encore, ça ne veut pas dire qu'il va mieux mais il reste fragile, contraindre ou rendre la situation plus complexe, ça parle plus au masochisme qu'autre chose. Oui, mais à partir de quand le malade est vraiment guéri? Parce que là, on a des chiffres, effectivement, Jean-Noël vient le rappeler, 3,7, 3,9% du PIB. Non, mais ça, c'est croissance trimestrielle. Rappelez-vous. À partir de quand? Et est-ce que les États-Unis, est-ce que les États-Unis maintenant, fondamentalement, est-ce qu'ils ont les moyens de sortir de cette politique de taux zéro? Parce qu'on a l'impression quand même que ça patine, c'est-à-dire que cette croissance, elle ne revient pas comme les autres crises, pas du tout au même rythme. On est peut-être sur des croissances maintenant structurellement à 2%, voire moins. Est-ce qu'il ne faut pas s'habituer à ce nouveau paradigme? Ah, probablement. C'est-à-dire que vous savez, pour nous, l'origine en fait de la période qu'on vit dans les pays occidentaux n'est pas une crise. Tout le monde parle de crise. Pour nous, nous ne sommes pas en crise, mais en transition. La différence est que lorsque la crise est passée, l'état final redevient l'état initial et finalement nos bonnes pratiques d'antan redeviennent des bonnes pratiques. La transition, c'est différent. L'état final est fondamentalement différent de l'état initial. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, il faut s'habituer à des nouveaux paradigmes. Nous sommes en transition et l'état final sera probablement des croissances potentielles beaucoup plus faibles que ce qu'on a connu au cours des décennies passées. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que nous évoluons. Et quand on dit nous évoluons, c'est nos populations évoluent. Nous sommes dans un processus de vieillissement des populations qui, avec lui, entraîne une évolution de la demande des ménages qui est plus faible. Or, vous savez que 2 tiers de la richesse créée dans les pays riches repose sur la consommation des ménages. Le vieillissement de la population va contraindre structurellement moins en fait le potentiel de croissance de la consommation et avec elle, du coup, le potentiel de croissance tout court. Ce qui fait que les enveloppes de croissance pour les États-Unis, c'est pour ça qu'on est favorable. Pour nous, 2,5 c'est bien. C'est-à-dire que pour nous, le haut de fourchette, c'est entre 1,5 et 2,5. Pour l'Europe, on est plutôt entre 0,5 et 1,5. Et pour certains pays comme le Japon, on est plutôt 0,2. Non, 0,2. C'est-à-dire que tout le monde vous dit en fait que le Japon va s'en sortir. En réalité, pour nous, le quantitative easing japonais, c'est le champ du cynisme globalement. C'est-à-dire que ça ne peut évoluer que vers une vraie instabilité monétaire du pays parce que il
créer de la monnaie pour faire face à des dépenses qui sont d'ordre structurel parce qu'il n'a pas adapté son modèle de développement au regard du vieillissement de sa population qui ne s'arrête pas, qui continue. Donc on est vraiment sur des grands mouvements là, pluriannuels, voire de génération. On en parle dans une seconde, messieurs. Suite du débat, on va faire une pause. On se retrouve dans un instant. Deuxième partie du débat sur dérégulation. À tout de suite.